Alors, merci beaucoup, merci Sophie, merci aux organisateurs de la journée pour l'invitation. J'ai choisi d'aborder le numérique sous un angle que j'ai trouvé intéressant et qui concerne l'effet sur les processus attentionnels de l'apprenant de langue. Alors, en introduction, je voulais rappeler une citation de Mayer, donc, qui explique que l'objectif des présentations multimédia, ce n'est pas seulement de fournir de l'information, mais c'est aussi de donner des conseils, des consignes, de guidage sur la manière dont on peut traiter cette information et aussi d'aider à déterminer ce à quoi il faut prêter attention et comment on peut l'organiser mentalement et aussi de le relier aux connaissances préalables. Donc, je me pose la question aujourd'hui de savoir ce que l'utilisation du numérique modifie dans la mise en œuvre des processus cognitifs impliqués dans le traitement de l'information dans le contexte de l'apprentissage d'une langue seconde. Alors, je vais commencer par quelques apports théoriques sur l'attention, sur les processus cognitifs, sur la mémoire. Et puis, je vais rentrer, conformément aux derniers travaux d'André Tricot en 2022, par les fonctions pédagogiques du numérique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils numériques. On peut écouter un document sonore en L2, on peut regarder une vidéo en L2, par exemple. On peut aussi regarder une vidéo sous-titrée en L2, mais aussi on peut participer à un cours en L2 en direct, ou on peut apprendre en situation comodale. Et là, je vais aborder la dernière étude qu'on a menée en collaboration avec notre collègue Nicolas Guichon. Alors, pourquoi j'ai choisi l'attention? Parce que pour moi, l'attention, c'est un concept qui est à l'intersection entre les pratiques numériques, c'est-à-dire que l'attention est fortement sollicitée par les pratiques numériques, mais elle est aussi fortement sollicitée lorsqu'on enseigne et lorsqu'on apprend une langue seconde en milieu institutionnel. Alors, un bref rappel sur l'architecture cognitive de l'être humain. Elle est composée, selon les psychologues cognitivistes, d'une mémoire à long terme et d'une mémoire de travail. La mémoire à long terme ayant une capacité illimitée et stockant les connaissances sous forme de schéma. Et la mémoire de travail qui a une capacité limitée et transitoire et qui ne peut traiter qu'un nombre restreint d'informations nouvelles à la fois. Donc, la mémoire de travail, finalement, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Elle permet de sélectionner les informations qui vont être traitées. Elle traite des informations qui proviennent des registres sensoriels. Ici, pour ce qui va nous intéresser, des informations du registre visuel et des informations du registre sonore. Et l'attention, qu'est-ce que c'est ici? Comment on peut l'envisager? Eh bien, on peut l'envisager comme une ressource de la mémoire de travail. L'attention est donc en elle-même limitée. Alors, la théorie de la charge cognitive et les psychologues cognitivistes, alors surtout la théorie de la charge cognitive, pourquoi elle est intéressante quand on s'intéresse à l'apprentissage des langues et aux multimédia? Eh bien, parce que c'est une théorie qui s'intéresse à la répartition des ressources attentionnelles de l'apprenant pendant les tâches scolaires. Et le modèle de Mayer en 2005 sur le multimédia, il s'appuie sur la théorie de la charge cognitive. Donc, la première raison pour laquelle j'ai choisi de rentrer dans ces activités d'apprentissage des langues par le biais de l'attention, c'est parce que les psychologues cognitivistes s'intéressent beaucoup à l'attention quand on est en situation d'enseignement-apprentissage. Par ailleurs, les travaux en acquisition des langues secondes se sont aussi appuyés sur la psychologie cognitive pour s'intéresser à l'attention. On connaît par exemple le concept de la saisie, intake, qui a été très travaillé dans les théories de l'acquisition des langues secondes. Et cet intake, c'est le résultat d'une certaine attention qui est portée à l'input sonore. C'est ce morceau de langage qui est remarqué par l'apprenant et qui, en raison de certaines caractéristiques qui peuvent être variables, d'ailleurs, on va le voir, et qui va déterminer ce qui va être stocké et ce qui va être traité en mémoire et donc ce qui va être acquis. Donc, vous voyez que l'attention, c'est un concept qui est à l'intersection à la fois de l'apprentissage avec le numérique, mais aussi de l'apprentissage sans le numérique. C'est un concept qui est aussi sollicité dans l'enseignement-apprentissage des langues quand on est en situation d'apprendre une langue seconde. Alors, en plus d'être un concept un peu à l'intersection, l'attention, c'est un concept complexe, parfois un peu paradoxal, qui peut avoir des définitions contradictoires. Et ces définitions de l'attention, à mon sens, je fais l'hypothèse qu'elles permettent de donner des leviers pour le guidage didactique, pour construire un guidage didactique. Alors, je m'explique. L'attention, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois être en alerte, être aux aguets, être très concentré, très absorbé par quelque chose. Donc, vous voyez qu'on est à la fois très concentré, très absorbé, mais que quand on parle d'attention, il faut aussi faire attention à ce qui arrive à droite, à ce qui arrive à gauche. Donc, l'attention, qui est un système à capacité limitée, elle a surtout pour rôle de sélectionner les informations qui sont issues de l'environnement, donc qui viennent de l'extérieur, mais aussi de sélectionner les informations qui sont dans la mémoire à long terme,
selon une modalité qu'on appelle l'activation. Donc, vous voyez que l'attention, elle est tournée vers l'extérieur, mais aussi elle est tournée vers les connaissances qu'on a. Alors finalement, quand on présente les choses comme ça, on s'aperçoit que le rôle de l'enseignant, qu'est-ce que c'est? C'est aussi de sélectionner les informations qui viennent de l'extérieur, de les organiser, donc de faciliter la mise en œuvre des processus attentionnels de l'apprenant, d'activer les connaissances préalables de l'apprenant. Vous voyez que quand on regarde la définition de l'attention, tout de suite, on peut avoir des leviers didactiques pour construire des situations d'enseignement-d'apprentissage. Alors, le guidage de l'apprenant, justement, il peut concerner plusieurs aspects de l'attention: la sélection, l'activation, la mémorisation, la manipulation des informations langagières. Et tout ça, ça constitue des leviers pour l'enseignant. Je fais une petite remarque en passant, c'est que l'attention, elle se situe aussi à l'interface des jeux d'opposition conceptuels classiques qui ont animé les théories de l'acquisition du langage sur la nature de l'acquisition langagière. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? C'est une question d'attention, de répartition des ressources attentionnelles. Est-ce que l'attention, elle porte sur la forme ou sur le sens? C'est aussi un débat qu'on a eu dans la littérature sur l'acquisition des langues secondes. Est-ce qu'on apprend de manière implicite ou explicite? Ça revient aussi à se poser des questions d'attention. Vous voyez pourquoi, pour moi, ce concept, c'est une très bonne entrée dans les problématiques qui nous intéressent. Alors, quand on regarde le modèle de Maillard, on a 7 principes qui guident l'élaboration de documents multimédia. Et ces principes, ils permettent aussi de comprendre les problématiques d'apprentissage et de guidage didactique. Donc, le premier principe, c'est qu'on apprend mieux avec des mots et des images qui correspondent. Il y a un principe de continuité spatiale, c'est-à-dire que les mots et les images correspondantes, ils doivent être présentés de manière rapprochée. Ça facilite les processus attentionnels, en tout cas. Il y a un principe de continuité temporelle. Les éléments verbaux, sonores et visuels doivent être présentés en même temps pour un meilleur apprentissage. Il y a un principe de cohérence. On essaie d'éliminer les informations inutiles, pas d'anecdotes, pas d'illustrations sans lien avec le message. Et ça, quand on est dans des environnements numériques de travail, ce n'est pas forcément évident. Le principe de modalité, les animations et un commentaire audio, c'est mieux pour apprendre que les animations plus un texte à l'écran. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux qu'on traite des informations qui soient présentées dans 2 modalités différentes, visuelles et sonores, plutôt que dans des modalités identiques, 2 fois visuelles ou 2 fois sonores. On a un principe de redondance. C'est ce que je viens d'expliquer. Attention, quand on a trop d'informations visuelles d'un seul coup, on va le voir par exemple quand on présente à l'écran une image et un texte, par exemple, sans accompagnement sonore. Et on a un principe qui est souligné par les auteurs des différences individuelles. Tous ces effets d'apprentissage, ils sont plus forts chez les apprenants novices. Alors, je vais arriver à mon premier exemple. C'est sans doute l'exemple qui me tient le plus à cœur quand on parle à la fois de didactique des langues, mais aussi d'utilisation du numérique. C'est d'écouter un document sonore en langue seconde. Donc, le numérique, le multimédia, permet d'écouter des documents en langue seconde de manière autonome pour les apprenants. Alors, avant de s'intéresser à ce que fait le numérique, il faut s'intéresser un petit peu à la compréhension de l'oral et au processus cognitif. Donc, comprendre un document à l'oral, un document sonore à l'oral, un discours oral, ça implique d'articuler des processus qui sont à la fois des processus qu'on appelle de bas niveau et des processus qui sont qu'on appelle de haut niveau, c'est-à-dire que ça implique des traitements des sons du langage, des traitements lexicaux, syntaxiques, de décodage de la chaîne phonique, c'est-à-dire des traitements qui concernent la manipulation directe du langage. Et ça implique aussi des traitements qu'on va qualifier de plus haut niveau, qui sont des traitements syntaxiques aussi, mais surtout des traitements qui concernent la représentation globale de la signification du texte, qui impliquent une prise de conscience, un contrôle, une régulation de l'activité. Alors, ces processus, ils sont à la fois successifs et concomitants, et ce traitement en temps réel, il peut occasionner une saturation de la mémoire de travail, notamment quand les processus de bas niveau, c'est-à-dire les processus de décodage, de segmentation de la chaîne phonique, sont faiblement automatisés. Et on sait qu'en langue seconde, ces processus, ils sont faiblement automatisés, donc ils sont très gourmands en ressources attentionnelles. Ils occupent beaucoup l'attention des apprenants, ce qui fait qu'il leur reste moins de ressources attentionnelles pour avoir un comportement plus stratégique de construction de la signification du texte. Alors, j'emploie le terme stratégique à dessein parce que finalement, ici, on a une stratégie à mettre en place, une stratégie de contrôle, mais l'outil numérique, quand on propose à des apprenants de réguler leur écoute,
quel que soit l'outil numérique, quel que soit le support, c'est-à-dire un baladeur, un MP3, un ordinateur, une tablette, eh bien, ils sont dans la situation où ils doivent prendre une décision stratégique supplémentaire. Et donc, l'outil numérique, à ce moment-là, il sollicite les ressources attentionnelles de l'apprenant encore plus fortement que quand on est dans une situation où c'est l'enseignant qui régule le flux sonore. Et donc, dans plusieurs études qu'on a menées, on a une représentation graphique des stratégies d'écoute des apprenants. Alors ici, vous voyez par exemple que l'apprenant sur le premier graphique, il écoute le document sonore en entier sans interruption. Donc, on a représenté graphiquement les parcours d'écoute des élèves, ici des élèves de seconde. On a un retour automatique en arrière qui est dû à l'outil numérique. Et ensuite, l'apprenant, il peut décomposer son écoute, faire des pauses, accélérer, revenir en arrière, faire des pauses, accélérer, revenir en arrière. Donc, on a une écoute décomposée, c'est-à-dire une écoute en entier, suivie d'une écoute décomposée. On a le schéma inverse sur cette deuxième stratégie, qui est aussi un type de stratégie utilisée par les apprenants, avec d'abord une écoute décomposée, puis une recomposition de l'écoute par des écoutes en entier, une recomposition du sens ou du discours. Ensuite, on a un troisième cas de figure où les apprenants n'utilisent pas du tout les potentialités de l'outil numérique, ils ne régulent pas leur écoute, ils ne prennent pas de décisions stratégiques supplémentaires pour réguler leurs tâches. Et ensuite, enfin, on a une toute dernière cas de figure avec un comportement à peu près assez inexplicable et plutôt chaotique, qui montre une vraie saturation de la mémoire de travail avec des apprenants qui sont incapables de prendre des décisions stratégiques avec le numérique. Ils ne savent pas où s'arrêter, où revenir en arrière pour contrôler leur compréhension de l'oral. Donc, on a globalement un effet positif de l'utilisation de l'outil numérique pour réguler sa tâche, mais on n'oublie pas que l'outil numérique sollicite plus fortement les ressources attentionnelles de l'apprenant dans la mesure où il implique une prise de décision supplémentaire. Alors, je vais présenter une deuxième étude pour montrer l'effet sur les ressources attentionnelles du guidage didactique et de la consigne, même si là, je digresse un tout petit peu, mais je pense que ça peut être intéressant aussi dans un contexte d'utilisation avec les outils numériques. Toujours dans l'idée, j'écoute un document sonore avec un outil numérique. On a mené une expérimentation dans laquelle les apprenants, on a divisé nos apprenants en 3 groupes. On a demandé au premier groupe d'effectuer des hypothèses sur le titre du document sonore avant l'écoute. On a demandé au deuxième groupe d'effectuer des hypothèses, mais cette fois-ci de type lexical. Donc, on active en mémoire à long terme les connaissances lexicales des apprenants en relation avec le titre. Et le groupe 3, on active en mémoire à long terme les connaissances des apprenants sur le contenu du document sonore, ce qui est un tout petit peu différent, même si vous allez me dire qu'on ne peut pas vraiment dissocier l'activation du contenu de l'activation des connaissances lexicales, mais je peux y revenir tout à l'heure dans les questions si vous le souhaitez. Le résultat de cette expérimentation montre qu'on a un meilleur score en compréhension pour les étudiants qui ont élaboré des hypothèses de contenu, mais ce qui est plus intéressant, c'est leur sentiment par rapport à cet exercice. C'est-à-dire que les étudiants qui n'ont élaboré aucune hypothèse, ils parlent de la compréhension générale du texte. Quand on leur demande quel est leur sentiment sur l'exercice, comment ils ont trouvé cet exercice, est-ce qu'ils l'ont trouvé difficile, ils parlent des grandes lignes du reportage, de l'information globale. Donc ça, c'est les étudiants qui n'ont pas élaboré d'hypothèse avant l'écoute. Les étudiants qui ont élaboré des hypothèses de type lexical parlent des mots, qu'ils n'ont pas compris tous les mots et qu'ils entendent un mot connu. Donc, on voit bien l'effet du guidage didactique, en fait, l'effet de la consigne sur l'attention des étudiants, c'est-à-dire sur quoi apporter leur attention en fonction de la consigne. Et puis, le dernier groupe qui a mobilisé ses connaissances préalables à partir du titre, eh bien, parle du sujet, des connaissances issues de la semaine dernière, du fait de mobiliser ses connaissances et du sujet qui maîtrisait finalement pas très bien. Je passe à mon deuxième exemple qui s'intéresse aux vidéos cette fois-ci. Alors, on sait surtout en ce moment que le discours des apprenants, c'est de regarder des séries en langue étrangère. C'est le meilleur moyen d'améliorer son niveau de langue, surtout avec les plateformes numériques qui mettent à disposition énormément de ressources. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, on peut apprendre en s'exposant à la langue, apprendre sans effort, apprendre en se faisant plaisir, apprendre sans attention. Sans intention d'apprendre aussi. Apprendre de manière automatique, apprendre de manière implicite, comme on apprend sa langue maternelle. C'est ça la représentation. Alors, le cadre européen commun de référence, il indique que c'est aussi une compétence qu'il faut acquérir.
comprendre la plupart des films en langue standard pour atteindre un niveau B2. Suivre un film faisant largement usage de l'argot et d'expressions idiomatiques, ça correspond au niveau C1, selon le cadre européen commun de référence pour les langues. Alors, quel est le moyen pour apprendre? Quel est l'objectif d'apprentissage? Est-ce qu'on met l'accent sur la compréhension immédiate ou sur l'apprentissage? La compréhension audiovisuelle, est-ce que c'est la même chose que la langue orale? Ça soulève toutes ces questions. Et ça soulève évidemment une question sur les ressources attentionnelles des apprenants. Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'un apprentissage implicite, ça existe en langue seconde, et c'est sans doute l'une des potentialités du numérique et des technologies que de s'exposer le plus possible à de la langue orale, j'ai envie de dire authentique, même si c'est un mot sur lequel on peut discuter aussi. Alors, il y a une étude que j'aime bien là-dessus et qui a mesuré l'impact de l'exposition à des séries télévisées d'apprenantes chinoises sur finalement leur niveau de langue, c'est-à-dire sans aucune intervention didactique. Alors, ces deux étudiantes chinoises qu'on a appelées Sam et Joyce dans l'étude, et ces étudiantes, il faut savoir qu'elles s'exposent 10 heures par semaine à des séries télé, qu'elles sont aussi capables de rejouer les dialogues, qu'elles sont dans des groupes de fans sur Facebook dans lesquels elles communiquent. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que d'après le résultat de l'étude, au bout d'un an, il y a une des deux apprenantes qui parvient à changer les traits d'humour avec ses amis en anglais sans effort et à profiter de sa série médicale britannique préférée. Mais c'est 10 heures d'exposition par semaine pour l'apprentissage implicite. On en est loin en milieu institutionnel, avec ou sans le numérique. Alors, les films en version originale, les vidéos en version originale sont bien un support motivant pour l'apprentissage, mais c'est aussi un support qui est complexe à traiter sur le plan cognitif en L1. Ça implique un traitement visuel et verbal. Alors, ça passe par deux canaux perceptifs différents, donc c'est très confortable. C'est pour ça que les vidéos, ça marche bien. On a de l'information visuelle et on a de l'information sonore. Mais ça implique aussi d'intégrer différents éléments à différents niveaux temporels et ça implique un coût cognitif assez important, notamment quand on a de la discontinuité de l'action, ce qui est le cas quand on regarde par exemple des séries ou des films en version originale. Alors, je vais donner un exemple que j'ai emprunté à mes collègues toulousaines, Linda Terrier et Christelle Maury, qu'elles ont donné en 2015, mais qui est quand même un exemple assez fascinant, où elles ont fait regarder un extrait du film L'ombre d'un doute d'Alfred Hitchcock à des étudiants qui apprennent l'anglais. Et vous voyez qu'on a un dialogue très explicite, avec une langue très simple, mais qu'on a des images ambiguës. Donc, on a oncle Charlie qui assassine des veuves et qui distribue ici dans cette scène, chez sa sœur, des cadeaux aux membres de sa famille qu'il a dérobés aux veuves qu'il a assassinées. Et on voit Uncle Charlie ici, on voit que son corps est morcelé. Donc, selon les codes du cinéma hollywoodien, il est loin d'être présenté comme un jeune premier. Et pourtant, quand on a cette image-là, les étudiants ont compris qu'il s'agissait d'une demande en mariage, malgré le lien de parenté oncle et nièce. On a donc ici, sur le plan cognitif, quelque chose qui est assez parlant et qui montre que les ressources attentionnelles, elles sont naturellement dédiées aux images surtout et pas forcément au discours, notamment quand il est en L2, même s'il est simple. Donc, on aurait dû avoir des processus de construction de bas niveau, comme j'ai dit tout à l'heure. Le spectateur aurait dû effectuer un double traitement linguistique et visuel de la base de texte. On aurait pu avoir la construction du récit verbal et la construction du récit visuel qui s'auto-alimentaient et qui se complétaient. Du point de vue des processus de haut niveau, on aurait dû avoir une intégration de toutes les connaissances en mémoire à long terme, filmique, linguistique. On aurait pu avoir une organisation et une hiérarchisation des informations issues de la confrontation du récit visuel et verbal, mais on a eu uniquement la construction du récit visuel. Alors, si on rajoute des sous-titres, donc vous voyez, j'ai essayé de voir la compréhension de l'oral toute seule, si on rajoute des images et si on rajoute un texte, donc quand on rajoute des informations multimédia, finalement, il y a des informations supplémentaires. Qu'est-ce que ça fait pour le traitement de ces informations linguistiques? Alors, les sous-titres constituent une information supplémentaire à traiter en plus des images. Ça augmente la complexité du traitement. Alors, est-ce qu'il y a des potentialités pédagogiques? Oui, sûrement. On a 4 cas de figure, je vais les passer en revue rapidement. On a le film en L1 avec les sous-titres en L1.
C'est quand vous avez le télétexte allumé sous la télé. Quand on a le film en L2 et les sous-titres en L1, on a le film en L2 et les sous-titres en L2, qui est sans doute la modalité qui a le plus de potentialité pédagogique. Et ensuite, on a le film dans sa langue première et les sous-titres en L2. Ça, c'est très inhabituel, il faut essayer. Mais c'est aussi intéressant du point de vue des ressources attentionnelles à considérer comme cas. Alors là, je vais passer assez vite. On a le film en langue première, on a les sous-titres en langue seconde. Je m'y arrête une seconde. Pourquoi? Parce qu'on a un effet de redondance, c'est-à-dire que ça illustre l'effet de redondance des informations et qui provoque un inconfort. Lorsque la même information est présentée selon une double modalité orale et écrite, cette redondance peut constituer un handicap, notamment pour les apprenants experts d'un domaine quand on n'en a pas besoin. Et on a un effet de l'attention partagée, c'est-à-dire qu'on a l'attention qui se partage entre ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on voit, et c'est très inconfortable. Alors, en L2, quand on a le film en L2 et qu'on a des sous-titres en langue première, eh bien, on lit en L1 une version simplifiée du discours oral, on traite les images de manière très partielle, et c'est très compliqué pour les ressources attentionnelles. Alors, quel effet sur la compréhension du film? Évidemment, c'est mieux quand on ne connaît pas du tout la langue de pouvoir lire les sous-titres en L1. Pour la compréhension de la L2, ça implique que le spectateur soit capable de relier ce qu'il entend en L2 avec ce qu'il lit en L1. Nous, sans doute dans notre communauté, on est capable de dire là, c'est pas très bien traduit, mais nos apprenants ne peuvent pas faire le rapport entre ceux qu'ils entendent en L2 et ceux qui lisent en L1. Donc, c'est assez coûteux, incertain, et ça implique de bien connaître la L2. Les recherches montrent que les apprenants avancés, ils traitent mieux les images et le son sans les sous-titres, parce que les sous-titres sont très capteurs d'attention. Alors, sur les films en L2, sous-titrés en L2, on montre que c'est la potentialité, que c'est la modalité qui a le plus de potentialité pédagogique. On montre que, évidemment, les sous-titres en L1 aident mieux à comprendre que les sous-titres en L2 que l'absence de sous-titres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pour l'apprentissage du vocabulaire ou du lexique réutilisé à l'écrit. La vidéo sous-titrée en L2 donne de meilleurs résultats que la vidéo sous-titrée en L1. Pourquoi? Parce que les sous-titres en L1 provoquent des interférences lexicales. Il n'y a pas de mémorisation aussi précise que quand on a des sous-titres en L2. Je donne un petit exemple ici qui est tiré d'une étude de Nicolas Guichon. On avait le mot self-employed en anglais qui était traduit dans les sous-titres par indépendant. Et qu'est-ce qu'on a eu dans les rappels en anglais des apprenants? Eh bien, on a eu ceci. Voilà. Qui est incorrect en anglais, il aurait fallu dire self-employed. Donc, vous voyez l'interférence lexicale ici avec le mot en français indépendant. Alors, si je continue un tout petit peu avec la modalité inversée, on a une expérimentation ici où on propose le film en L1, le film en L2, le film en L2 sous-titré en L1 et le film en L1 sous-titré en L2. Et là, on a le paradigme de la double tâche qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on entend sa langue maternelle, mais on lit la langue seconde, sa langue première, pardon, mais on lit sa langue seconde. Et comme on traite la langue première de manière automatique, eh bien, on a toute son attention qui est focalisée sur la L2 écrite. Donc là, on n'est plus en compréhension orale, on est en lecture et en compréhension de l'écrit. Une dernière étude sur la prononciation. On montre que les sous-titres en langue seconde peuvent améliorer la prononciation des apprenants. Ici, dans une étude menée en 2009, on a proposé une version sous-titrée en néerlandais et une version sous-titrée en anglais à plusieurs apprenants. Et ensuite, on leur a fait lire des extraits à haute voix et on a une meilleure prononciation quand on avait la version sous-titrée en anglais. Je passe à mon quatrième exemple et ce sera l'avant-dernier. Ici, comment je vais essayer d'évoquer la possibilité, celle qu'on a aussi beaucoup découvert ou redécouverte avec le Covid, de participer en direct à un cours qui est donné en langue seconde par l'intermédiaire d'un vote. Alors, ça peut être l'outil, peu importe l'outil finalement, ça peut être les boîtiers électroniques de vote, les smartphones. Ça, peu importe l'interface. Mais vous voyez qu'on a ici un scénario où on a une brève séquence de cours, où on a une question pour voir si les apprenants comprennent. Et en fonction du pourcentage de réponse, soit on donne un complément de cours, soit on propose un apprentissage par les pairs, soit on propose de rétablir des explications et ensuite on poursuit le cours, etc. Alors, c'est ce qu'on a fait dans une étude sur un cours d'allemand juridique et on a vérifié. On a testé l'effet de l'utilisation de ce dispositif sur l'acquisition de la terminologie juridique
et sur la compréhension du contenu du cours. On a des résultats qui sont plutôt positifs avec une progression significative avec les boîtiers, des bons résultats aux examens, une attention, une participation et un engagement accru pendant le cours, une bonne interaction entre pairs et une adhésion massive des étudiants, ce qui n'était pas le cas avant où on avait une vision plutôt négative du cours magistral. Donc là, on est dans une faculté de droit où on est devant des publics à gros effectifs. Alors, évidemment, on peut se demander, est-ce que c'est l'effet de l'interactivité ou est-ce que c'est l'effet des boîtiers? Quel est le rôle du QCM et des questions de compréhension de cours dans l'apprentissage? Est-ce que c'est un test de reconnaissance, par exemple, ou est-ce que c'est un test de connaissance? Ça, c'est la contrainte qui est inhérente à l'outil. Et puis, on a sûrement une histoire de testing effect, c'est-à-dire que plus on teste fréquemment les étudiants ont montré que plus on les teste fréquemment, et meilleurs sont les résultats. Et puis, évidemment, on a mesuré seulement les performances à court terme, mais pas à long terme. Mais ici, pour la problématique attentionnelle qui nous intéresse, on a montré un maintien de l'attention et des performances accrues des étudiants. Mon dernier exemple, il concerne l'apprentissage dans une situation commodale qu'on a eu beaucoup pendant le Covid. Donc ça, c'est une des dernières études qu'on a menées avec Nicolas Bichon dans un lycée français à Chicago, où on voyait l'enseignante ici, qui est équipée d'une caméra document et d'un ordinateur. Elle est avec des élèves de CM2 qui sont en présence et elle a 2 élèves qui sont à distance. Voilà son matériel. Et voilà la fameuse caméra document qui nous a beaucoup intéressés. Alors, l'objectif de cette étude, c'était d'examiner l'enseignement commodal par le prisme de l'attention dans sa dimension socio-affective, c'est-à-dire quelle est l'attention que l'enseignant donne aux élèves, comment elle fait pour les élèves en présentiel, comment elle partage son attention entre les deux. Et puis, on a aussi, évidemment, on s'est aussi penché sur l'attention dans sa dimension cognitive, c'est-à-dire l'attention au savoir. Alors là, je ne fais que cette partie-là de l'étude, mais je vous y renvoie si c'est plutôt l'autre partie qui vous intéresse. Et ce qui nous a semblé très intéressant, c'est que sous la caméra document, elle prend son ardoise sous la loupe avec des gestes de pointage, des procédures, et que finalement, cette caméra document, elle joue un peu le rôle des ressources attentionnelles, de la mémoire de travail, parce que vous voyez que finalement, ici, c'est le lieu de traitement des informations, c'est le lieu où on sélectionne les informations, c'est le lieu du guidage, c'est le lieu où on apprend les procédures, c'est le lieu où on planifie l'activité en cours, c'est le lieu où on active, où on inhibe les informations, et c'est le lieu où on maintient les informations. Donc, vous voyez qu'en fait, on a regardé cette caméra document comme un lieu de traitement de l'information, comme le lieu, un peu comme le lieu du guidage finalement, comme le lieu où les ressources attentionnelles sont sollicitées. Voilà, j'en ai terminé. Je crois que Sophie, je suis dans le timing. Je fais juste une toute petite conclusion. Donc, vous avez vu que l'attention, c'est un concept polysémique et que chacun de ces sens, pour moi, dans ce que j'ai essayé de montrer, constitue un levier pour construire un guidage didactique avec ou sans les outils numériques. Alors, avec les outils numériques, les mécanismes cognitifs de l'apprentissage, évidemment, ils restent les mêmes. Et le numérique, il peut soit les faciliter en fonction de la manière dont l'information est présentée. On a vu avec une vidéo, par exemple, avec un texte, avec une image, soit les solliciter de manière plus intense. Notamment, pourquoi? Parce que le numérique rend les frontières entre les compétences très floues. Et ça, vous le savez déjà. On regarde, on lit, on chatte, on écrit. Et finalement, le numérique, il joue sur le guidage de l'attention et c'est à l'enseignant ou au concepteur pédagogique de veiller à ce que les ressources attentionnelles, elles soient toujours dédiées aux objectifs d'apprentissage. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Stéphanie. Merci pour le respect du temps. Tu as bien vu comment j'étais discrète avec mon petit pancart là tout à l'heure. C'était. Alors. Merci de l'avoir dit parce que mon chronomètre s'est pas mis en marche, tu vois. Donc, Il n'y a aucun problème. Alors, si tu peux regarder sur l'écran YouTube pour regarder s'il y a des questions. je vais regarder tout de suite. Il faut Sur juste le chat, effectivement. faut juste que je me reconnecte à YouTube parce que j'avais enlevé ma connexion pour ne pas faire d'interférences sonores. Ouais. Alors après, tu peux couper le son sur YouTube, en fait. OK. YouTube, en fait. Ouais, OK. Voilà, j'ai coupé le son sur YouTube. Alors,
J'ai une question. Quelle est la méthodologie mesurer l'attention dans le dernier cas, la comodalité? Alors, on n'a pas vraiment mesuré l'attention au sens de mesure. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend parfaitement. C'est une étude qualitative. Donc, vous avez vu d'ailleurs sur ma dernière diapo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transcrit tous les échanges entre l'enseignante et on a illustré avec des captures d'écran, donc de l'écran de l'enseignante, etc. Et on a analysé qualitativement tous les marqueurs de l'attention, alors les marqueurs socio-affectifs et aussi le guidage didactique, les consignes, les instructions qui sont données aux apprenants dans la classe. On n'a pas mesuré l'attention. Alors ensuite, pour mesurer l'attention, il existe des outils, par exemple les échelles de charge cognitive, qui permettent une certaine mesure de l'attention. Ça, vous l'avez dans la littérature, les échelles de charge cognitive. Elles sont publiées, elles sont testées. Il y a des questionnaires qu'on peut donner aux enfants comme ça pour savoir comment ils se sentent dans une tâche, si la tâche est complexe, quel type de charge cognitive aussi, j'en ai pas parlé, mais quel type de charge cognitive est sollicité pendant la tâche. Je sais pas, j'espère que j'ai répondu. Alors, il y a une question également qui concerne la compréhension d'un film ne dépend pas aussi d'activités complémentaires et pas seulement de sa perception. Est-ce que la compréhension d'un film... Si, bien sûr, c'est une excellente remarque, évidemment, toutes les activités qui sont construites autour du support vidéo, elles jouent un rôle sur la compréhension et sur la perception. Et justement, c'était bien à ça que je voulais en venir, c'est-à-dire que c'est à l'enseignant de guider l'attention de l'apprenant de manière à améliorer la compréhension et son apprentissage, la compréhension de l'apprenant et l'apprentissage de la langue seconde. Et le guidage, il passe non seulement par le choix du support, est-ce que les images sont cohérentes, est-ce que le discours est simple, et aussi par les activités qui sont fabriquées autour du support. Merci pour cette question, ça m'aide à préciser. Alors, il y a une dernière question peut-être, Stéphanie, autour de l'apprentissage par incidence. Alors, ça, c'est très, très important et très intéressant. C'est-à-dire qu'un apprentissage implicite, ce n'est pas un apprentissage qui se fait sans attention. C'est un apprentissage qui se fait sans intention d'apprendre, ce qui est un peu différent. On peut apprendre de manière implicite. Quand on apprend de manière implicite, qu'est-ce que c'est d'apprendre de manière implicite? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remarque des récurrences. C'est-à-dire qu'on est sensible aux récurrences de son environnement. C'est ça l'apprentissage implicite. Donc finalement, l'apprentissage par incidence, c'est pas complètement, c'est ça qui est difficile à expliquer. C'est pas un apprentissage qui se fait sans aucune attention. Voilà. Apprendre de manière implicite, c'est repérer des régularités dans son environnement. Donc vous voyez bien que, puisque je dis repérer, il y a bien une question d'attention. Alors après, on peut apprendre sans en avoir conscience, mais ça, c'est un peu différent, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre l'attention, la conscience, l'implicite, l'explicite, etc. Alors, une toute dernière question, et c'est à toi de choisir, Stéphanie. Et, alors attends, c'est quelle question du coup, pardon. alors, ça peut Comment être, évaluer les acquis des apprenants en utilisant un support filmique? ou bien comment on peut évaluer le degré d'acquisition chez les étudiants à travers ces outils numériques, par exemple. C'est une question autour de l'évaluation, en tout cas. Euh, Ça dépend. La question, c'est qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on évalue la compréhension ou est-ce qu'on évalue l'apprentissage sur le long terme? Alors, si on évalue la C'est à toi de compréhension, choisir. si on évalue la compréhension, il y a plusieurs manières d'évaluer la compréhension. Alors là, dernièrement, j'ai été sollicitée par le CNESCO pour faire une conférence sur l'évaluation. Pour moi, euh, l'évaluation de la compréhension, ce n'est pas forcément le produit de ce que les apprenants ont compris. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrête de mesurer le produit de la compréhension. J'aimerais qu'on arrive à tenir compte de la construction du sens par les apprenants, c'est-à-dire des processus de construction du sens par les apprenants. Est-ce que les apprenants ont produit
par exemple, quand ils rappellent le document sonore ou le document audiovisuel en français, est-ce qu'ils produisent des hypothèses qui sont cohérentes avec ce qu'ils ont entendu, même si finalement ça ne correspond pas du tout à ce qui est dit? C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'engagent dans un chemin de construction du sens qui est cohérent ou pas? Et j'aimerais bien que ça se soit pris en compte dans les évaluations. Alors, c'est peut-être un peu utopique parce que finalement, aujourd'hui, quand on évalue la compréhension, on dit est-ce qu'ils ont compris, oui ou non? Et pour moi, il n'y a pas que ça. Ce qui compte, c'est aussi le cheminement vers cette construction du sens. Est-ce qu'il y a des hypothèses cohérentes? Est-ce que j'ai perçu des choses? Est-ce que j'ai su les mettre en relation? Est-ce que je les ai traitées de manière cohérente? Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, Stéphanie Roussel, pour cette intervention très enrichissante. Eh bien, on va pouvoir vous laisser nous suivre sur YouTube et on va pouvoir accueillir notre prochaine intervenante. Merci beaucoup encore, Stéphanie. Merci Et merci à infiniment. vous. Je suis très contente. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. Merci beaucoup à tous les organisateurs. Bonne journée.